La Syrie, sous le règne de Bachar el-Assad, a été le théâtre de décennies de pouvoir autoritaire, de conflits sanglants et de bouleversements géopolitiques. Héritant de régimes instaurés par son père, Hafez el-Assad, Bachar a consolidé son autorité en s'appuyant sur un système centralisé, une répression féroce des opposants et des alliances stratégiques avec des puissances comme l'Iran et la Russie. Si les premières années de son mandat ont suscité des espoirs de réforme, celles-ci ont rapidement été étouffées par une gouvernance rigide et le déclenchement, en 2011, d'un conflit armé aux conséquences dévastatrices. En décembre 2024, un tournant majeur marque la chute de Bachar el-Assad, mettant fin à plus de 5 décennies de domination de la famille el-Assad sur la Syrie. Cet événement est bien plus qu'une simple transition de pouvoir. Elle symbolise l'effondrement d'un système. Ce basculement soulève des interrogations cruciales. Comment le régime s'est-il retrouvé au bord du gouffre? Quels acteurs ont contribué à cet effondrement? Et surtout, quel avenir s'ouvre désormais pour une Syrie meurtrie par des années de guerre civile, d'ingérence étrangère et de division? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo, en analysant les origines du régime, les dynamiques du conflit syrien et les forces qui ont précipité la chute du régime el-Assad. Pour comprendre le régime de Bachar el-Assad, il faut d'abord regarder celui de son père, Hafez el-Assad. Hafez el-Assad, né en 1930 dans une famille alaouite modeste, gravit progressivement les échelons du pouvoir en Syrie. Officier de l'armée de l'air, il s'impose dans le paysage politique à travers son rôle dans les multiples coups d'État qui secouent le pays dans les années 60. En 1970, après avoir écarté son rival Salah Jedid lors d'un coup d'État, Hafez devient le maître incontesté de la Syrie. Salah Jedid, qui avait une approche plus marxiste et pro-soviétique, était en conflit avec Hafez el-Assad, qui prônait une ligne nationaliste socialiste. Cela a marqué le début de la domination de la famille el-Assad sur la Syrie. Son ascension culmine en 1971, lorsqu'il se proclame président après un référendum organisé sous contrôle strict. Hafez el-Assad inaugure alors une ère de stabilité apparente, mettant fin à une période marquée par une instabilité chronique et une succession de gouvernements éphémères. Hafez el-Assad consolide son pouvoir en instaurant un régime profondément autoritaire et centralisé. Il établit un État policier, où les services de renseignement jouent un rôle clé dans la surveillance et la répression des dissidents. Toute forme d'opposition, qu'elle soit politique, religieuse ou sociale, est réprimée. Le régime repose également sur une personnalisation extrême du pouvoir. Cela veut dire que le pouvoir politique est concentré entre les mains d'une seule personne, souvent au détriment des institutions et des processus démocratiques. Ainsi, Hafez devient une figure omniprésente dans la vie publique, son image étant affichée dans les rues, les écoles et les institutions. La fidélité au président devient un pilier de la vie politique, renforçant un culte de la personnalité. Par ailleurs, Hafez s'appuie sur un réseau de loyauté au sein de la minorité alaouite à laquelle il appartient. Bien que représentant seulement environ 10% de la population, les alaouites occupent des positions stratégiques dans l'armée et les services de sécurité, garantissant ainsi la pérennité du régime face à une opposition majoritairement sunnite. Hafez el-Assad assoit son pouvoir en s'appuyant sur le parti Baas, une organisation politique à l'idéologie panarabiste et socialiste. Fondé dans les années 1940, le Baas prône l'unité des peuples arabes, l'émancipation face à l'impérialisme occidental et la justice sociale. Sous Hafez, ces principes idéologiques servent surtout à légitimer son autorité. Ce parti devient une véritable colonne vertébrale de l'État syrien. Il infiltre tous les secteurs de la société, de l'éducation aux syndicats, en passant par les forces armées. L'adhésion au parti est souvent indispensable pour obtenir des postes importants, renforçant ainsi son contrôle sur la population. Ainsi, sous Hafez, le parti Baas se mue en un simple outil de domination politique,
vidé de toute véritable autonomie. Les décisions cruciales sont concentrées entre les mains du président et de son cercle restreint. Cette centralisation extrême contribue à la longévité du régime, mais met également en place une fragilité structurelle qui explosera des décennies plus tard sous le règne de son fils Bachar el-Assad. À l'origine, Bachar el-Assad n'était pas destiné à gouverner la Syrie. Le rôle de successeur était réservé à son frère aîné, Bassel el-Assad, un militaire charismatique et ambitieux. Formé en tant qu'officier, Bassel incarnait l'héritier idéal pour poursuivre l'héritage autoritaire de leur père. Cependant, en 1994, un tragique accident de voiture met fin à sa vie, bouleversant les plans dynastiques de la famille. Face à cette perte, Hafez el-Assad se tourne vers Bachar, alors âgé de 29 ans, pour lui transmettre le flambeau. Ce dernier, décrit comme discret et introverti, ne semblait pas prédestiné à une carrière politique, et son ascension soudaine a surpris de nombreux observateurs. En effet, avant 1994, Bachar el-Assad menait une vie éloignée des intrigues politiques syriennes. Après des études en médecine à l'université de Damas, il se spécialise en ophtalmologie à Londres, où il mène une existence relativement simple. Ce parcours académique et sa vie en Europe donnaient de lui l'image d'un homme moderne, cultivé et ouvert au monde. Mais après la mort de son frère aîné, son destin change radicalement. Bachar est rappelé en Syrie pour être formé au rôle de dirigeant. Sous la supervision de son père, il reçoit une formation accélérée en politique, en administration et en stratégie militaire. Hafez veille à l'intégrer progressivement dans les cercles du pouvoir. Il est donc promu dans l'armée, rejoint le parti Baas et commence à jouer un rôle public. En 2000, à la mort de Hafez el-Assad, Bachar est propulsé à la tête du pays. La constitution syrienne est rapidement amendée pour abaisser l'âge minimum requis pour devenir président, permettant ainsi à Bachar, alors âgé de 34 ans, de succéder à son père, qui avait gouverné la Syrie de manière autoritaire pendant près de 30 ans. Son arrivée au pouvoir suscite des espoirs de changement tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Sa jeunesse, son expérience en Europe et son image d'homme ouvert au monde semblent promettre une rupture avec le régime autoritaire et rigide de son père. D'ailleurs, dans les premiers mois de son mandat, Bachar encourage timidement des débats politiques et tolère une certaine ouverture médiatique, une période connue sous le nom de Printemps de Damas. Cependant, ces initiatives s'avèrent de courte durée. Confronté à des résistances au sein de la défense et du parti Baas, Bachar revient rapidement à une gouvernance autoritaire. Les critiques à l'égard du régime sont étouffées, les opposants arrêtés et la liberté d'expression limitée. Sous son mandat, les espoirs de réformes économiques et politiques sont également frustrés par une corruption généralisée qui perpétue les inégalités sociales. Les promesses de modernisation se heurtent alors à la réalité d'un système étatique rigide, où la survie du pouvoir prime sur tout autre objectif. Intervient alors la guerre syrienne de 2011. Inspirée par les soulèvements en Tunisie et en Égypte, la Syrie est gagnée à son tour par le souffle du printemps arabe au début de l'année 2011. Ce mouvement, initialement porté par des revendications pacifiques, émerge dans un contexte de frustration croissante envers un régime autoritaire, une corruption systémique et des inégalités sociales exacerbées. Les premières manifestations éclatent en mars 2011 dans la ville de Deraa, dans le sud du pays, après l'arrestation et la torture d'un groupe d'enfants accusés d'avoir tagué des slogans anti-gouvernementaux. Cet incident provoque une vague d'indignation, entraînant des rassemblements populaires exigeant la libération des détenus, des réformes politiques et la fin de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963. Concernant ce dernier point, le gouvernement syrien l'a utilisé pour justifier des mesures de répression contre les manifestations et les mouvements de protestation qui faisaient partie du printemps arabe. Cette situation a permis au gouvernement de restreindre les libertés civiles, de censurer les médias et de pratiquer des arrestations arbitraires. L'état d'urgence a également facilité la centralisation du pouvoir entre les mains du président et de son entourage proche.
Par rapport au printemps arabe en Syrie, les protestations, initialement limitées, gagnent rapidement d'autres régions du pays, notamment Homs, Hama, Latakia, mais aussi Damas. Face à ces manifestations pacifiques, le régime de Bachar el-Assad adopte une réponse brutale. Plutôt que d'écouter les revendications populaires ou d'amorcer des réformes, les autorités choisissent la répression pour étouffer toute contestation. Les forces de sécurité et les milices pro-régime interviennent violemment, utilisant des balles réelles, des arrestations de masse et la torture pour dissuader les manifestants. Mais cette répression provoque un effet inverse. Au lieu de faire taire les protestations, elle intensifie la colère populaire et entraîne une radicalisation du mouvement. Des civils, d'abord engagés dans des manifestations pacifiques, prennent les armes pour se défendre. En parallèle, des désertions dans les rangs de l'armée syrienne donnent naissance à l'armée syrienne libre, formée de soldats et officiers dissidents. En quelques mois, les manifestations dégénèrent en un conflit armé à grande échelle. Ce qui avait commencé comme un mouvement pacifique pour les droits civiques se transforme alors en une guerre civile, opposant le régime à une mosaïque de factions rebelles, mais aussi à des groupes djihadistes qui profitent du chaos pour s'implanter dans le pays. Parmi les différents groupes, on retrouve l'armée syrienne libre, qui est fondée en 2011 par des déserteurs de l'armée syrienne. Elle se présente d'abord comme la principale force rebelle. Elle rassemble des combattants déterminés à renverser Bachar el-Assad pour instaurer un régime démocratique. Toutefois, son manque de coordination interne et l'insuffisance de soutien international affaiblissent son influence au fil du temps. On retrouve également des groupes djihadistes, profitant du chaos, des groupes islamistes radicaux tels que le Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, et plus tard l'État islamique, qui s'impose sur le terrain. Ces groupes attirent des combattants étrangers et des ressources considérables, ce qui leur permet de conquérir rapidement des territoires. Daesh proclame même un califat en 2014, contrôlant des pans entiers de la Syrie et de l'Irak et imposant une gouvernance brutale. Enfin, on retrouve les Kurdes, concentrés dans le nord et le nord-est de la Syrie. Ils saisissent l'opportunité offerte par l'effondrement de l'autorité centrale pour établir leur autonomie. Sous la bannière des unités de protection du peuple, alias YPG, affiliés au parti de l'Union démocratique, ils prennent le contrôle de vastes territoires. Les Kurdes déclarent une administration autonome qu'ils appellent le Rojava et s'imposent comme des acteurs cruciaux, notamment grâce à leur rôle dans la lutte contre Daesh. À partir de 2012, la Syrie se divise alors en différentes zones de contrôle, chacune dominée par des acteurs distincts. Ces zones fluctuent au fil des batailles, des alliances et des interventions extérieures. Le régime de Bachar el-Assad, soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah, contrôle principalement les grandes villes comme Damas, Alep ou encore Homs et les régions stratégiques de l'ouest du pays. Grâce à l'appui militaire russe en 2015, le régime regagne également du terrain perdu face aux rebelles et djihadistes, consolidant son emprise sur les zones urbaines clés. Ainsi, les forces rebelles perdent progressivement du terrain face au régime et aux factions djihadistes. Leur influence se limite principalement à la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où dominent des groupes islamistes tels que Hayat Tahrir al-Sham, alias HTS, une coalition dirigée par l'ancien Front al-Nosra. De son côté, à son apogée en 2014, Daesh contrôle près de la moitié de la Syrie, incluant des régions riches en ressources pétrolières dans l'est du pays, comme Raqqa et Deir ez-Zor. Cependant, les offensives kurdes, soutenues par la coalition internationale dirigée par les États-Unis, affaiblissent considérablement Daesh à partir de 2016, jusqu'à la perte de ses derniers bastions en 2019. Enfin, les Kurdes dominent la majeure partie du nord-est syrien, une région riche en ressources agricoles et pétrolières. Grâce à leur alliance militaire avec les États-Unis et la coalition internationale, les Kurdes parviennent à chasser Daesh de ces territoires. Toutefois, leur autonomie suscite l'opposition de la Turquie, qui considère le PYD comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK, un groupe qu'Ankara qualifie de terroriste. En parallèle, l'implication de puissances étrangères comme la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Iran transforme le conflit en une guerre par procuration.
chaque puissance soutient ses alliés sur le terrain, consolidant davantage la fragmentation du pays. Cette division géographique et politique, combinée aux tensions ethniques et religieuses, plonge la Syrie dans une crise humanitaire sans précédent et rend toute résolution pacifique extrêmement complexe. Et les conséquences de ces années de guerre continueront d'affecter la Syrie bien après la chute de Bachar el-Assad. Ainsi, la guerre en Syrie a entraîné un bilan humain désastreux, marquant l'une des crises humanitaires les plus graves du XXIe siècle. Selon les estimations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme et d'autres organisations internationales, plus de 500 000 personnes ont perdu la vie. À cela s'ajoutent les dizaines de milliers de disparus, notamment dans les prisons du régime ou aux mains des groupes armés. La guerre a également provoqué une crise migratoire d'une ampleur inédite, avec plus de 6,8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur du pays, vivant souvent dans des conditions précaires. De plus, environ 5,5 millions de Syriens ont fui à l'étranger, trouvant refuge principalement dans les pays voisins tels que la Turquie, le Liban et la Jordanie. Certains ont également migré vers l'Europe, alimentant des débats politiques sur l'accueil des réfugiés. Outre son coût humain, la guerre en Syrie a dévasté l'économie du pays, détruisant des décennies de développement. En effet, les bombardements incessants, les combats urbains et les attaques ciblées ont anéanti les infrastructures essentielles. Ainsi, 70% des infrastructures urbaines ont été endommagées ou détruites dans certaines villes comme Alep, Homs et Raqqa. Les hôpitaux, écoles et réseaux d'eau potable ont été pris pour cible, rendant les services de base inaccessibles à une grande partie de la population. De plus, avant la guerre, la Syrie disposait d'une économie diversifiée basée sur l'agriculture, le commerce et les hydrocarbures. Après plus d'une décennie de conflit, le PIB a chuté de près de 60% depuis 2011. Les secteurs industriels et agricoles, essentiels à la subsistance de millions de Syriens, ont été paralysés par les destructions et le déplacement des populations. De plus, les sanctions internationales imposées au régime ont aggravé la situation, isolant l'économie syrienne du commerce mondial. Cela fait qu'aujourd'hui, environ 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté, contre 28% avant la guerre. Le chômage touche près de 60% de la population active, poussant de nombreux Syriens à dépendre de l'aide humanitaire pour survivre. Tout cela a entraîné le besoin d'une aide alimentaire d'urgence pour plus de 12 millions de Syriens. Les systèmes de santé et d'éducation sont également en ruine, avec des millions d'enfants privés d'école et des hôpitaux incapables de répondre aux besoins médicaux. Enfin, les villes autrefois prospères, comme Alep et Damas, portent encore les cicatrices de bombardements massifs. Un autre point important pour comprendre la Syrie, c'est de regarder l'axe de résistance. L'axe de résistance désigne une coalition informelle de pays et groupes militants partageant une idéologie commune qui se caractérise par une opposition marquée à Israël et aux puissances occidentales, principalement les États-Unis. Cet axe regroupe principalement la Syrie, l'Iran et le Hezbollah libanais, mais inclut également d'autres acteurs tels que des milices chiites en Irak et au Yémen. L'axe se fonde sur un refus de l'influence occidentale dans la région et sur une lutte contre la domination israélienne, perçue comme une menace directe pour la stabilité régionale. L'origine de cet axe remonte aux années 80 avec l'arrivée au pouvoir de la République islamique d'Iran après la révolution de 1979. Sous la direction de l'ayatollah Khomeini, l'Iran adopte une position résolument anti-israélienne et anti-occidentale, notamment contre l'impérialisme perçu des États-Unis et de leurs alliés. L'Iran se positionne ainsi comme un leader dans la lutte contre le sionisme et l'impérialisme. Cette posture est renforcée par le soutien au mouvement de résistance à Israël, principalement au Liban, où l'Iran aide à la création et à l'armement du Hezbollah en 1982, après l'invasion israélienne du Liban. Le Hezbollah, mouvement chiite basé au Liban, devient un acteur central dans la lutte contre Israël et dans la promotion de l'idéologie iranienne de résistance. À partir de là, l'Iran et la Syrie, dirigés alors par Hafez el-Assad, forment également une alliance stratégique.
La Syrie, bien que laïque dans sa constitution, voit dans l'Iran un allié potentiel pour contrer les régimes sunnites pro-occidentaux comme celui de l'Arabie saoudite. L'alliance Iran-Syrie est consolidée dans les années suivantes, notamment après la première guerre du Golfe en 1991, où les deux pays s'opposent fermement à l'invasion du Koweït par l'Irak, soutenue par les États-Unis. Ainsi, la Syrie et l'Iran, tous deux partisans d'une résistance commune à l'hégémonie occidentale, voient leur coopération renforcée au fil des années. Les deux pays soutiennent les groupes armés palestiniens et libanais dans leur lutte contre Israël, et la Syrie sert de passerelle stratégique pour l'Iran, afin de soutenir le Hezbollah au Liban. Ces actions font de l'axe de résistance un acteur majeur dans les conflits du Moyen-Orient, notamment au Liban et dans les territoires palestiniens. L'axe de résistance prend encore plus d'ampleur après l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Après cette invasion, l'Irak a vu l'émergence de gouvernements chiites proches de l'Iran, ce qui a modifié les dynamiques de l'alliance régionale. Les relations entre Damas et Bagdad se sont donc souvent complexifiées. Ainsi, l'Iran et la Syrie, de plus en plus perçus comme des adversaires des États-Unis et de leurs alliés dans la région, renforcent leurs relations, notamment en Irak, où des milices chiites soutenues par Téhéran s'engagent dans des combats contre les troupes américaines et leurs alliés locaux. En parallèle, le Hezbollah, devenu une force militaire puissante après le retrait israélien du sud du Liban en 2000, joue un rôle de plus en plus important dans cette coalition. L'axe s'étend alors au-delà de la Syrie et de l'Iran, avec des ramifications en Irak, au Liban et plus tard au Yémen, avec l'émergence des Houthis, un groupe chiite soutenu par l'Iran qui défie l'Arabie saoudite et ses alliés régionaux. Par la suite, la guerre civile syrienne devient un moment clé pour l'axe de résistance. Lorsque le régime de Bachar el-Assad est menacé par des manifestations populaires et une insurrection armée soutenue par l'Occident et des pays du Golfe, l'Iran et le Hezbollah interviennent massivement pour soutenir le gouvernement syrien. Cependant, le Liban a été confronté à des pressions internes liées à sa propre politique de neutralité et aux différents camps politiques qui composent sa société. Les tensions entre le Hezbollah et les autres factions libanaises, notamment celles qui sont pro-occidentales ou pro-saoudiennes, ont mis à l'épreuve l'unité de l'axe entre la Syrie, l'Iran et le Liban. Mais la Syrie devient le cœur battant de l'axe de résistance. Une sorte de base avancée pour l'Iran et le Hezbollah dans leur lutte contre Israël et les intérêts occidentaux. L'Iran déploie des forces militaires en Syrie et les milices chiites irakiennes, soutenues par Téhéran, participent au combat. L'axe de résistance voit donc dans la survie du régime d'Assad une condition nécessaire pour préserver son influence dans la région, notamment pour maintenir la ligne de communication terrestre entre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Le soutien militaire et économique de l'Iran et de la Russie à la Syrie a donc été essentiel pour la survie du régime de Bachar el-Assad pendant la guerre civile. Ces deux pays ont non seulement soutenu Assad avec des ressources militaires, mais ont aussi joué un rôle diplomatique crucial en défendant ses intérêts au niveau international. D'ailleurs, en 2015, face à la menace grandissante contre le régime d'Assad, la Russie a lancé une intervention militaire directe en Syrie. Cette décision marque un tournant décisif dans le conflit et a permis au régime de maintenir sa position face aux rebelles et à l'État islamique. Regardons de plus près le soutien de Moscou. L'armée russe a déployé des milliers de soldats, des conseillers militaires et des équipements sophistiqués, dont des avions de chasse, des bombardiers et des hélicoptères pour appuyer les forces syriennes. Les frappes aériennes russes ont joué un rôle central dans l'affaiblissement des positions rebelles et djihadistes. En 2015, la Russie a intensifié ses attaques, notamment en ciblant les positions de l'opposition armée dans des régions stratégiques telles que Alep et Homs. Elle a renforcé sa présence militaire en Syrie avec l'installation de plusieurs bases militaires, dont la base aérienne de Khmaimim, située près de Latakié. Cette base est devenue un centre névralgique des opérations militaires russes, facilitant le lancement d'attaques aériennes et la coordination avec les forces syriennes. En plus de son soutien militaire, la Russie a bloqué plusieurs tentatives de résolution de l'ONU visant à condamner le régime syrien. Elle a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité pour empêcher l'adoption de résolutions qui auraient pu nuire à Assad.
On peut aussi parler de la base de Tartous, un port situé sur la côte méditerranéenne de la Syrie et qui est d'une importance stratégique majeure pour la Russie. Elle constitue le seul port militaire russe en Méditerranée et un symbole de la puissance militaire et diplomatique de Moscou dans la région. Il sert de point d'ancrage pour la flotte russe en Méditerranée. Ce port permet à la Russie de maintenir une présence militaire significative dans une région clé où elle peut surveiller les activités des États-Unis et de leurs alliés européens. La Russie utilise également Tartous pour déployer des navires de guerre, renforçant ainsi sa capacité à mener des opérations militaires dans la région. La base de Tartous permet donc à la Russie de jouer un rôle clé dans la géopolitique du Moyen-Orient. En étant présente en Syrie, la Russie peut influencer les dynamiques régionales, y compris ses relations avec les pays du Golfe, l'Iran et les puissances occidentales. La base de Tartous sert également de plateforme pour projeter sa puissance dans des zones stratégiques comme la mer Méditerranée et le canal de Suez. Il faut aussi savoir que les relations internationales de la Syrie ont évolué, notamment avec l'engagement de nouveaux acteurs mondiaux comme la Chine. La Chine a adopté une position assez modérée, mais stratégique vis-à-vis du conflit syrien. Alors que Pékin n'a pas été directement impliqué dans le conflit militaire, elle a soutenu la Syrie sur le plan diplomatique, en particulier au sein des instances internationales comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a utilisé son droit de veto pour bloquer des résolutions visant à sanctionner le régime de Bachar el-Assad en ligne avec sa politique de non-ingérence et son principe de souveraineté nationale. La Syrie, de son côté, a vu dans l'alliance avec la Chine un moyen d'augmenter son soutien diplomatique contre les pressions internationales exercées par l'Occident. Sur le plan économique, la Chine a également proposé une aide pour la reconstruction de la Syrie après la guerre. De plus, la Syrie a été intéressée par l'initiative Belt and Road, la nouvelle route de la soie qui permettrait à la Chine de renforcer sa présence dans la région et d'étendre ses relations commerciales avec la Syrie, notamment en matière d'infrastructures et de ressources naturelles. L'Inde a également exprimé un soutien plus réservé à Assad. Le pays a cherché à maintenir des relations diplomatiques équilibrées avec la Syrie, tout en préservant ses relations avec les pays occidentaux, avec une politique de neutralité face à la guerre civile. Maintenant qu'on a vu les alliés du régime El-Assad, regardons les forces ennemies. Les ennemis de la Syrie, notamment les États-Unis, la Turquie et certains pays du Golfe, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du conflit syrien depuis son déclenchement en 2011. Ces pays ont non seulement soutenu les forces opposées au régime de Bachar el-Assad, mais ont également poursuivi leurs propres intérêts géopolitiques et stratégiques dans la région. Par exemple, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la guerre syrienne, d'abord en soutenant les groupes rebelles opposés à Bachar el-Assad, puis en concentrant leurs efforts sur la lutte contre l'État islamique. Leur stratégie a été dictée par des objectifs multiples. D'ailleurs, l'administration américaine a, tout au long du conflit, exprimé son opposition au régime de Bachar el-Assad, principalement à cause de son recours à la violence contre les civils et son rapprochement avec l'Iran et la Russie. Le gouvernement américain a soutenu des sanctions contre la Syrie, cherchant à affaiblir le régime d'Assad économiquement et politiquement. Washington a également mené plusieurs frappes aériennes contre des cibles syriennes, notamment après l'attaque chimique présumée de Douma en 2018 qui a tué des dizaines de civils. Les États-Unis ont établi des bases militaires en Syrie, notamment dans le nord-est du pays, principalement pour soutenir les forces kurdes dans leur lutte contre Daesh. Cette présence militaire a été vue comme une provocation par le régime syrien et ses alliés, la Russie et l'Iran, et a contribué à l'escalade des tensions dans la région. On peut aussi parler de la Turquie, qui a été un acteur majeur dans le conflit syrien, avec des objectifs stratégiques clairement définis pour le nord de la Syrie, notamment pour contrer l'influence des Kurdes et limiter l'expansion du PKK, que la Turquie considère comme un groupe terroriste. Les ambitions turques ont conduit à des interventions militaires directes en Syrie, en particulier dans le nord. En plus de son opposition aux Kurdes,
Ankara cherche à accroître son influence dans le nord de la Syrie pour créer une zone tampon sécuritaire où elle pourrait installer des réfugiés syriens fuyant la guerre et renforcer son pouvoir régional. Cette zone d'influence permettrait à la Turquie de limiter l'expansion des Kurdes et d'assurer une présence stratégique dans cette région frontalière cruciale. Cependant, les interventions turques en Syrie ont parfois mis la Turquie en opposition avec ses alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis, qui soutiennent les forces kurdes dans la lutte contre Daesh. Mais la Turquie a également renforcé ses relations avec la Russie, créant des tensions avec les autres acteurs internationaux impliqués dans la guerre. Enfin, on peut parler des pays du Golfe, en particulier le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui ont soutenu l'opposition syrienne dès les premiers jours du soulèvement de 2011. Leur soutien a été motivé par une volonté de renverser le régime d'Assad, perçu comme un allié stratégique de l'Iran, rival régional de ces monarchies. Ainsi, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont fourni des financements et des armements à plusieurs groupes rebelles syriens. Ce soutien a été destiné à renforcer les factions qui luttaient contre le régime d'Assad, y compris les groupes islamistes et djihadistes. Le soutien des pays du Golfe à l'opposition syrienne est également le reflet de la rivalité plus large entre les monarchies sunnites du Golfe et l'Iran chiite, principal soutien du régime d'Assad. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont donc vu la guerre en Syrie comme une occasion de limiter l'influence de l'Iran dans la région. Tout bascule pour Bachar el-Assad le 29 novembre 2024 à Alep, quand différents groupes rebelles, dont le HTS, ont pris le contrôle de près de la moitié de la ville. Le HTS est le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham. Cela a également ravivé les tensions internationales, le Kremlin appelant Damas à reprendre rapidement le contrôle, tandis que l'Iran a réitéré son soutien à Bachar el-Assad. Cependant, le 8 décembre 2024 marque la fin de l'ère el-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou, où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. En Syrie, le peuple est descendu dans les rues pour célébrer la chute du régime. À l'international, le président américain Joe Biden a accueilli cette nouvelle comme une opportunité historique pour le peuple syrien de construire un avenir meilleur, mais a également averti que cette période était marquée par des risques et des incertitudes. Au même moment, Washington a mené des frappes contre plus de 75 cibles de l'État islamique en Syrie pour empêcher les groupes terroristes de tirer profit de la situation instable. Des frappes aériennes israéliennes ont également été entendues à Damas. Au même moment, les forces israéliennes ont avancé dans la région du Golan, prenant le contrôle de la zone tampon avec la Syrie et les hauteurs du Golan. Il faut savoir que cette offensive éclair devait avoir lieu plus tôt. En effet, l'offensive était prévue 7 semaines plus tôt, mais c'est la Turquie qui a empêché les rebelles d'avancer. De plus, la Russie, alliée de Damas, a lourdement bombardé leur position pour essayer de sauver le gouvernement syrien. En fait, ce n'est qu'après l'échec des tentatives de normalisation des relations tendues avec Damas et la recherche d'une solution politique à travers le processus diplomatique d'Astana qu'Ankara a donné son feu vert. Le processus d'Astana est un ensemble de négociations multipartites visant à trouver une solution politique au conflit en Syrie. Il a été initié en 2017 par la Russie, l'Iran et la Turquie, qui, comme on le voit, sont les 3 pays étant des acteurs clés dans le conflit syrien. L'objectif principal du processus est de créer des zones de cessez-le-feu et de faciliter des discussions entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition. Mais alors, qui est le HTS qui vient de mettre fin au règne d'el-Assad? Hayat Tahrir al-Sham est un groupe islamiste radical actif en Syrie. Fondé en 2017, il est né de la fusion de plusieurs groupes rebelles, dont le front Fatah al-Sham, Harakat Nour al-Din al-Zenki et d'autres factions. Dirigé par Abu Mohamed al-Joulani, avant le 8 décembre 2024, HTS contrôlait une grande partie de la province d'Idleb et a mis en place une administration civile appelée le gouvernement de salut syrien. Il est connu pour son idéologie islamiste sunniste et salafiste, et son objectif principal était de renverser le régime de Bachar el-Assad pour instaurer un État islamique en Syrie basé sur la charia.
Par la suite, le groupe a cherché à se distancier de son affiliation passée avec Al-Qaïda pour améliorer son image et obtenir un soutien plus large. Cependant, il reste classé comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. L'histoire syrienne illustre ainsi les conséquences d'un jeu d'alliances souvent fondé sur des intérêts géopolitiques internationaux au détriment de la stabilité locale. La Syrie, marquée par des décennies de défis politiques, économiques et sociaux, entre dans une nouvelle ère. L'ère Bachar el-Assad, dominée par une guerre civile dévastatrice et une répression brutale, laisse derrière elle un pays fracturé, mais résilient. La chute de son régime en décembre 2024 ouvre un chapitre inédit, mais également semé d'incertitudes.